Bonjour à toutes et à tous. Déjà, une petite question dans le chat. Est-ce que vous nous entendez et vous nous voyez bien? Première petite question. Oui, magnifique Sylvain. Bon, on va recevoir une flopée de oui. Ben, bienvenue à toutes et à tous. Merci, je pense que c'est bon, on nous entend. Salut Marc, ça va? Salut à tout le monde, bonjour. Ok, donc c'est la deuxième série de notre deuxième webinaire de notre série de webinaires. Merci Marc de participer. C'est vraiment super utile. On va traiter en 45 minutes un max de sujets. Vous avez un onglet questions sur le webinar à votre droite, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. J'en ai préparé un certain nombre. Après, si vous en avez en particulier, on va pouvoir en parler. Je vous mets le lien dans le chat des prochains webinaires qu'on a aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous recevrez aussi les récaps vidéo et tout ce qui s'est dit pendant ces webinaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et faire tourner parce que le but est de donner un maximum d'informations pour l'écosystème durant cette période qui est complètement inédite. Déjà, Marc, on peut faire une toute petite présentation de Founders Future pour ceux qui ne connaissent pas et ce que vous faites. Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Merci Adrien pour l'invitation. Donc Founders Future, c'est ce qu'on appelle un venture studio. Donc on a deux activités. On fait de l'investissement en amorçage. Donc on écrit le premier chèque dans l'histoire de l'entreprise, généralement entre 250 000 et 1,5 million d'euros. On essaie d'allier tout ça à de l'apport opérationnel sur trois thématiques qui sont le produit, le business développement et le talent, le tout avec une équipe de 8 personnes. Donc voilà, que je salue parce qu'ils sont sur le pied de guerre donc depuis toujours, mais en particulier depuis la semaine dernière. Une fois par an, ce qu'on fait, c'est un startup studio. Donc on a une conviction forte et on crée nous-mêmes l'entreprise avec des associés. Et on l'a fait à deux reprises. Une première fois avec une entreprise qui s'appelle Épicerie, qui est une app qui cartonne en ce moment puisqu'on livre les commerces de bouche de proximité chez vous. Et une société qui a rien à voir, qui commence par les mêmes trois lettres, qui s'appelle Épicure, qui est une marque direct consumer de compléments alimentaires personnalisés. Voilà ce qu'on fait. Ok, super, merci Marc. Première question, vous déjà, en tant qu'investisseur et co-entrepreneur, puisque vous êtes même associé quoi, dans les entreprises dans lesquelles vous participez, c'est quoi le premier impact, les premières décisions que tu as prises sur l'organisation chez Founders Future? Comment on change ce qu'on faisait il y a 15 jours? Euh, Qu'est-ce qui a changé dans les équipes et dans l'organisation, en particulier en plus pendant le confinement? Alors, moi déjà, je suis pas un vrai investisseur puisque je me considère quand même avant tout comme entrepreneur. Et ayant déjà vécu des crises, que ce soit du retournement ou même la crise de 2008, bah, j'ai pris tout ça très au sérieux. C'est-à-dire que, avant tout, pour se positionner comme un réel associé qui prend ses responsabilités, qui est sur le pont, voilà, avec ses associés dans les différents business. Donc toute l'équipe et Valentine qui est partenaire chez Founders Future, on a commencé par créer un peu une synthèse de l'ensemble des aides qui étaient disponibles pour envoyer une sorte de guide dès samedi dernier, pas celui-là, celui d'avant, donc il y a une dizaine de jours. Et ensuite rédiger un script qu'on a envoyé à l'ensemble de nos associés pour passer en call, pour évoquer trois sujets qui nous semblent être importants. Et c'est vraiment les trois sujets sur lesquels on appuie bien en cette période. C'est un, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu as pris comme disposition par rapport à tes finances, c'est-à-dire tant en termes de financement qu'en termes de cost cutting, qu'en termes de chômage, pour tout de suite agir sur ta trésorerie, parce que plus que jamais, cash is king. Deuxièmement, rapidement, on a de la chance d'avoir des entreprises qui sont petites, malléables, flexibles, agiles. Et donc, comment tu t'adaptes en termes de produits, d'offres à cette crise et aux gens qui sont peut-être susceptibles en SaaS d'acheter des paniers qui sont trop chers, donc de faire des offres qui soient plus contractables en ligne sous forme d'abonnement. Comment en e-commerce, finalement, j'appuie sur des choses qui vont aller, je sais pas, je prends l'exemple de Papier Tigre, qui est une marque de papeterie qui a lancé en open source des coloriages pour les enfants et qui crée des kits parents-enfants. Voilà, comment j'adapte en fait mon offre à cette période. Et enfin, le troisième point, comment finalement je prépare la reprise sous deux aspects. Le premier aspect, c'est de reforecaster et donc de mettre un peu la société en stress
Donc, on a, nous, deux scénarios chez Founders Future sur l'ensemble de l'année 2020. C'est un scénario à -25 et un scénario à -50 pour comprendre vraiment comment la société va se comporter. Et enfin, sur un scénario de reprise, comment je vais être dans les meilleures dispositions pour reprendre quand ça va reprendre, parce que bon, on pense que quand même c'est un nuage, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais un nuage ça passe. Et là, se dire que c'est une période quand même formidable pour bosser sur son produit, pour bosser sur ses argumentaires commerciaux, sur sa stratégie commerciale, sur finalement des sujets de fond qui vont permettre de sortir de là plus fort. Ok. Du coup, vous priorisez aussi les entreprises qui ont le plus besoin en premier de votre soutien opérationnel pour déterminer ces priorités et sur les besoins de financement. Comment t'as combien de boîtes au portefeuille et comment vous priorisez votre travail en fonction de chacune? Bah, en fait, on a trois typologies d'entreprises. On a des entreprises qui sont 100% à l'arrêt, voilà, parce qu'en fait, leur activité a été durement touchée, leur activité, et donc ils sont obligés de s'arrêter, quoi. Ils ont dû fermer, voilà. Donc, on a des entreprises qui sont au milieu, qui sont en train de réadapter leur offre pour continuer à vendre et à exister. Et on a des entreprises qui cartonnent, notamment dans le food ou dans des biens de première nécessité. Et donc, franchement, je dis souvent, une boîte, nos associés, c'est un peu comme des enfants. T'as beau leur donner la même éducation, ils sont tous différents. Voilà. Donc, chacune des sociétés dans laquelle on est, on se concentre du temps et on l'approche de manière individuelle. Une fois qu'on a fait ce fameux script dont je vous ai parlé, qui est un peu un tronc commun, on va dire, pour l'ensemble des boîtes. Ok. Dans une question qui remonte beaucoup en ce moment, ces derniers jours, par là des entrepreneurs et par tout l'écosystème, vous allez vous focaliser là sur votre portefeuille et tout ce qui est externe. Comment vous gérez les demandes que vous aviez, on va dire, depuis janvier, les discussions que vous avez avancées pour des nouveaux deals depuis janvier? Comment vous gérez cet aspect gestion du deal flow et pour les prochaines semaines, prochains mois, est-ce que vous allez regarder ou est-ce que vous vous dites là, on freeze pendant un temps donné? Alors, donc nous, on a une position qui est assez claire là-dessus. C'est notre temps, il doit être en priorité dédié à nos associés actuels et les boîtes dans lesquelles on est déjà investi, parce que voilà, c'est notre engagement vis-à-vis de nos associés. Passe en prio numéro 2, si j'ose dire, le fait qu'on va aller closer tous les engagements qu'on a pris. Voilà. On n'a qu'une parole, c'est comme ça, on est un investisseur engagé et on lâchera personne. Donc on est en cours de closing sur probablement 3 ou 4 entreprises de mémoire dans les prochaines semaines. Et donc en prio numéro 3, bon, et sachant quand même que les entrepreneurs, ils ne sont pas dupes non plus, c'est qu'ils ont freiné leur levée de fonds. Et donc, on reçoit de facto moins de dossiers. Mais si on en reçoit, on prend contact avec eux. On peut éventuellement les voir en visio et faire un premier meeting. Mais on annonce dès le départ qu'on ne prendra pas position dans les 30 prochains jours, juste pour une question de réserver notre bande passante au portefeuille actuel. Ok. Une petite question sur les deals qui sont en cours. Est-ce que y a des fonds ou surtout en site, des investisseurs qui remettent un peu les conditions, même si c'était, on continue, on fait le closing, c'était prévu, on n'a qu'une parole, mais quand même, il y a une contraction, on va remettre les conditions, notamment sur la valorisation. C'est quoi votre position là-dessus? Écoute, nous, on ne remet pas en cause les deals. Un deal, c'est un deal. Voilà. En revanche, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus sous pression. C'est vrai que la bourse a perdu énormément d'argent, enfin, donc a énormément baissé, donc ça a des impacts patrimoniaux. Donc forcément, les business angels, ils peuvent être un peu plus insécures par rapport à certains investissements dans le non-coté. Donc on voit un peu de fébrilité de temps en temps, mais globalement, je dois dire que ça tient plutôt bien. Ok. Et il y a une question qui est posée, j'allais te poser un peu la même question. Est-ce qu'il n'y a pas justement des secteurs d'opportunités où c'est pendant les crises, on dit souvent que pendant les crises, il y a des opportunités. Il faudra être le premier potentiellement sur des deals, surtout en seed. Donc maintenir de la bande passante, comme tu disais, pour répondre en visio aux entrepreneurs. Mais est-ce que quand même vous allez essayer de trouver des opportunités d'investissement pour la sortie de crise dont on ne sait pas quand ça va être, mais potentiellement des secteurs, là, la personne qui parle du Ouais. gaming ou de la medtech, c'est quoi ton Ouais. sentiment là-dessus? Pendant la crise, donc je le répète, on fera pas, pendant la crise, en tout cas dans le mois à venir, dans un premier temps, on ne fera pas de deal, nouveau deal, autre que signé, je parle de term sheet signé ou d'engagement qu'on aurait pris.
En revanche, ce qui est sûr, et ça je pense que tout le monde est assez d'accord autour de la table, c'est qu'on va sortir de cette crise différent. Nous, typiquement, on a déjà pris on va dire on a déjà enclenché le pas sur le fait qu'on voulait investir dans des sociétés qui étaient beaucoup plus respectueuses de l'environnement, avec un rôle social beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on a investi dans La Fourche, c'est pour ça qu'on a investi dans Yuka, c'est pour ça on essaie de mettre en filigrane dans l'ensemble des sociétés une dose de respect et de sobriété beaucoup plus importante que le business, qui était la manière d'opérer le business avant. Et ça, je pense que ça va complètement accélérer. Ensuite, on voit bien dans les modèles économiques qu'on finance, qui nous, historiquement, sont en gros du SaaS, des plateformes et des marques direct-to-consumer, les modèles sont plutôt assez résilients. Mhm. Et donc, on veut continuer, on va dire, dans cette lancée. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ce qui était vrai il y a 15 jours ou l'année dernière sur les levées, notamment les super levées, les besoins de cash et les grosses valorisations. C'est quoi ton sentiment sur, voilà, on se positionne dans un an, qu'est-ce que sera l'investissement dans la tech? Est-ce que justement il va y avoir des boîtes qui vont moins être carnivores, entre guillemets, en levée de fonds et plus se focaliser sur la croissance? Il y a un rééquilibrage qui va se faire. C'est quoi ton sentiment là-dessus? Vraiment, mon sentiment, c'est qu'on en sortira différent et je pense qu'il y aura une, va y avoir, et il y a, c'est même pas il y aura, il y a déjà, je le vois depuis 10 jours, une prise de conscience par rapport au fait d'aller vers des modèles qui soient des modèles contributifs, des modèles qui arrivent à gagner de l'argent, qui soient sains, qui est beaucoup plus importante qu'avant la crise du Covid. Mhm. Euh, c'est vrai que nous, on a donné, on pousse très fortement nos participations à doubler, voire tripler leur capacité de financement et de runway pour avoir de l'ordre de minimum 18 à 24 mois en termes de visibilité, pour justement prendre le temps de créer, d'avoir un modèle qui soit durable. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas perdre d'argent. Ça veut dire que si je dépense de l'argent pour croître, je veux le faire de manière durable. Voilà. Mhm. Ok. Avec un bon modèle. Et de l'autre côté, donc là, on va reparler après des côtés entrepreneurs. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Du côté de tes investisseurs, et comment vous gérez les relations pendant cette période? Vous échangez beaucoup avec eux, puisque vous avez vous-même des investisseurs. Est-ce que ces relations vont être aussi amenées à évoluer dans le temps? On va attendre que la bourse reprenne. C'est quoi le comportement et les échanges que vous avez avec vos investisseurs à vous? Nous, c'est très particulier parce que nous, on est en gros une sorte de club d'entrepreneurs et de familles qui opèrent leur business. Je crois que tout le monde a été très surpris par la violence de cette crise, mais en même temps, tout le monde est là pour jouer le jeu et accompagner. Donc, je crois qu'il y a quand même un élan de solidarité et d'optimisme qui entoure l'ensemble de nos associés et qui est important pour les entrepreneurs parce que franchement, moi, ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est au fond des associés entrepreneurs qui ont pris gauche-droite, qui très rapidement sont réveillés avec un peu la gueule de bois le matin, mais qui sont partis au travail en adaptant absolument toute l'entreprise, y compris sur des questions logistiques. Et ça, on peut être respectueux et soutenir ça, quoi. Donc, c'est pas le moment de lâcher, au contraire, c'est le moment de redoubler d'efforts, pour accompagner, quoi. Ouais. Ceci dit, on voit qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs ou notamment il y a des business angels qui se retirent assez tard dans les deals. Ce que tu disais, enfin tout le monde ne fait pas ce que vous faites aussi, même du point de vue des fonds d'investissement. Est-ce que toi tu vois ça, des autres deals que vous voyez sur le marché et tout, des comportements de fonds qui sont peut-être pas adaptés sur de l'accompagnement et sur un peu soit respect de la parole donnée ou essayer de soutenir son portfolio. Est-ce que tu vois qu'il y a Moi, ce que je vois, c'est Adrien, c'est que dès lors qu'il y a eu en fait une hésitation sur le deal, mais qu'on y allait quand même, bah, ces gens-là, ils se retirent. Voilà, Ok. c'est que l'hésitation, elle est décuplée. Et les gens qui avaient très envie de faire un deal, bah, ils le font. Voilà. Donc je pense qu'il y a une question de conviction forte sur un deal et bien sûr un peu sectoriel parce que, je sais pas, si tu prends une entreprise qui est dans le voyage, bah, mécaniquement, et qui est en pleine levée de fonds, bah, mécaniquement, ça remet en cause les choses de fait que l'entreprise va pas vouloir réaliser son business plan sur l'année, quoi. Mm, mm, mm.
Est-ce que justement, il n'y a pas un mécanisme aussi pour certains entrepreneurs? Il y en a énormément qui nous contactent en disant on était en phase de roadshow en ce moment, on avait des contacts avec des investisseurs. Est-ce qu'il n'y a pas des techniques pour eux pour, alors soit ils baissent leur valorisation s'ils sont dans des secteurs qui sont touchés, hospitality, travel, etc. Est-ce qu'on baisse la valorisation? Est-ce qu'on décale le roadshow dans 3 mois, 6 mois et on Ouais, fait un business plan ouais, différent? ouais, bah, je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que je pense, et notamment il y a quelques questions là qui tombent dans le webinar. Je pense qu'il faut décaler parce que je pense que quand on est un entrepreneur et qu'on lève de l'argent, il faut être audible. Faut faire en sorte que son investisseur, il ait les yeux en face des trous, il soit cool pour écouter. Et en ce moment, la situation, elle fait qu'on est, tout le monde est préoccupé. Ouais. Donc moi, le conseil que j'ai, c'est vraiment de faire le dos rond, le temps que le nuage passe pour reprendre ensuite une levée de fonds et de travailler les fondamentaux, de faire en sorte d'aller voir son banquier et BPI pour aller chercher l'ensemble des dispositifs pour passer un peu sous le nuage et de redoubler d'efforts le jour où on peut repartir en levée de fonds, quoi. Ouais. Et sur l'aspect Valo. client, tu sais, ouais, Non, enfin, sur l'aspect Valo, juste un truc sur l'aspect Valo, parce qu'on en parlait et je vois qu'en plus il y a Louis qui pose une question sur l'impact des Valos. ouais, Ouais, je reviens à mon histoire de dire qu'il y a les entreprises qui ont un vrai modèle économique, contributif versus pas, et je pense qu'il y aura un impact clairement sur les Valos. Ouais. même après la crise, on va dire, on sort Ah oui, 6 mois oui. après la crise, les valos Ah qu'on ouais. voyait en 2019 seront plus les mêmes, quoi. Ouais, ouais. Et dans tous les domaines où tu penses que ça va être quand même sur les secteurs qui ont été le plus touchés pendant la crise, ceux qui sont sortis un peu du lot pendant la crise vont garder des bonnes Bah, valorisations, entre guillemets, ou... bah non, mais ça c'est un vrai point, c'est que on peut s'attendre. La semaine dernière, j'étais avec deux investisseurs de grands fonds américains en board. Et il y a pas mal de gens qui soupçonnent qui anticipent, pardon, le fait qu'il y aura potentiellement une autre crise sanitaire en deuxième vague. Donc en fait, finalement, les business qui ont su tirer leur épingle du jeu et montrer qu'ils ont tiré leur épingle du jeu pendant cette crise, bah, c'est forcément des business qui, lors d'une levée de fonds future, pourront valoriser le fait qu'ils ont su tirer leur épingle du jeu et que leur modèle a été peu touché. Ouais, ouais. Donc voilà, tu vois, il y a par exemple, je vois Marie Taquet d'Iconoclast qui regroupait donc des gens pour les former à devenir les meilleurs sales en France, voire plus loin. Bon, bah, il va falloir qu'elle passe aussi en e-learning et justement combiner tout ça pour dire voilà, moi je suis pas atteint parce qu'au fond, je continue à former les gens et à faire en sorte que mes promos soient les meilleurs. Et justement, sur les valos, Charles dit aussi que ça va ramener un petit peu des valorisations un peu plus proches de la valeur réelle des entreprises. Enfin, on était un peu parti sur des survalorisations. Tu penses que justement c'est un bon côté de la crise qui s'est passé, c'est-à-dire que ça va remettre un petit peu les pieds sur terre sur les valorisations aussi, Oui, bah oui, bah ouais, ouais, d'un ouais. point de vue. C'est deux sujets. Déjà la première chose, c'est moi, j'arrête pas d'expliquer à tous mes associés toute la journée que c'est pas en levant de l'argent qu'on devient indépendant. Au contraire, plus on lève d'argent, plus on a de problèmes, plus on se met l'épée Damoclès, plus on doit rendre des comptes. Donc, au fond, la beauté d'une boîte, c'est d'acquérir son indépendance économique. Voilà, c'est le rêve de chaque entrepreneur. Pour acquérir son indépendance économique, faut vendre, faut s'adapter, faut contrôler ses coûts. Et je crois que, en fait, une crise, quand on se prend gauche-droite en tant qu'entrepreneur, avec une crise comme celle qu'on vit, bah, ça a le mérite de remettre les choses en ordre de priorité. Donc, je Ok. crois que ça va faire beaucoup de bien. Je pense aussi. J'ai juste une question dans le chat sur les dispositifs BPI. Effectivement, ils sont en train de mettre en place, il n'est pas encore communiqué, un nouveau dispositif qui s'appelle le prêt Le Maire, qui serait une ligne de crédit que les banques seraient obligées de mettre en place grâce à une garantie 90% de la BPI. Donc, il y aurait une sorte d'obligation de la banque historique de mettre une ligne de crédit pour les entreprises. Mais c'est que pour les entreprises qui ont 12 mois de bilan et une notation Banque de France supérieure à 5.
Donc, pour l'instant, on n'a pas tous les contours. On vous les mettra. Je vous mets l'article dans le chat sur les dispositifs en cours. Mais effectivement, ils sont en train de plancher sur un soutien bancaire des activités de financement public. Bon, là, on parle des relais des investisseurs. Justement, il y a pas mal de dispositifs. Tu les mentionnais. Ils sont mentionnés dans l'article. Il y a pas mal de dispositifs à effet de levier qui vont être faits plus rapidement, plus fort par la BPI, qui sont d'ailleurs une bonne nouvelle. Ça nous aide à s'en sortir sur la trésorerie. Ce qui veut dire, est-ce que ça peut te permettre, toi, en tant qu'investisseur, d'aider une des boîtes qui est en difficulté de ton portefeuille en disant, bah voilà, on va mettre un petit bridge ou un petit financement pendant cette période qui est complexe parce qu'on a un effet de levier supplémentaire. Comment tu gères le besoin de cash des entreprises qui sont en le plus de difficultés chez vous? Écoute, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont en besoin de cash imminent parce que nous, on est très précautionneux par rapport aux positions de cash et que on pousse énormément nos associés à avoir de la visibilité. Donc, il n'y a personne qui, de façon imminente, si tu veux, a besoin de cash. Ensuite, on en revient à une de nos préconisations qui est de dire comment finalement je double, à minima, je double le runway que j'avais, donc le cash que j'avais devant moi. Et donc ça, en faisant appel au dispositif. Bien sûr. Voilà. Ensuite, s'il faut prendre nos responsabilités face au fait de réinvestir dans une entreprise dès lors qu'elle est d'abord passée par l'hygiène de vie et la mise en place des dispositifs, qu'elle a été chercher de l'argent chez son banquier, bah ensuite on jouera pleinement notre rôle. Ok. C'est sain. Est-ce que l'aspect RH des entreprises est important aussi à gérer pendant cette période, puisque c'est aussi les lignes qui vont permettre aux entreprises de faire des économies. Comment vous gérez ça, vous, justement, il y a déjà des décisions à prendre tout de suite sur le côté RH. Bah, on va pas recruter, on va geler les recrutements, on va se séparer de collaborateurs dont on peut, etc. Et il y a aussi l'aspect, bah, il faut quand même penser à l'après et ne pas avoir des boîtes qui sont sous-staffées par rapport à la gestion de leur clientèle, la reprise, etc. L'équilibre qu'il faut avoir, c'est pas non plus trop, je veux dire, réduire la voilure, parce que le jour où ça va reprendre, et ça va reprendre, il y a un moment donné, on peut pas être au milieu du gué et se dire qu'on est complètement en slip le jour où ça va reprendre, si, excusez-moi l'expression. Mais donc c'est vraiment une sorte d'équilibre. Se séparer de gens en cette période, pour être très franc avec toi, nous on le fait pas, on le préconise pas, parce que je pense que c'est très important éthiquement d'être à la hauteur, et donc on est plutôt à se dire que si on voulait se séparer de quelqu'un, il faut le postponer quand on aura un retour à l'activité plus normale, quoi. Ensuite, les recrutements, bah là on divise les recrutements qui sont prioritaires des recrutements qui sont non prioritaires. Pour être très franc, les recrutements, ils sont plutôt dans la majeure partie des cas postponés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entretien. C'est-à-dire que les gens continuent les entretiens pour éventuellement être prêts le jour où ça reprend à dégainer une offre à des collaborateurs. Donc ça, c'est important. Ensuite, sur la partie chômage, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a une boîte qui est complètement à l'arrêt, et donc là, il y a une sorte d'évidence par rapport au fait de faire appeler au chômage. Et il y a une société qui est partiellement à l'arrêt, mais qui peut quand même continuer à produire. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez les boîtes dans le SaaS qui peuvent continuer à vendre. Bah là, c'est moins clair. Donc nous, on appelle tous les entrepreneurs, que ce soit nos associés ou même plus loin, à être précautionneux et agir avec beaucoup d'éthique par rapport à l'utilisation en fait du chômage, parce que il va y avoir des contrôles, les gens vont pouvoir se faire retoquer, ils vont être en mesure de justifier cette baisse d'activité au maximum. Donc d'être très très responsable par rapport à ça. Ouais, surtout que le chômage partiel, pour rappel, la Direct a quand même mis une sorte de freinage sur ce qui se faisait déjà, et on attend un décret qui devrait sortir aujourd'hui ou demain sur les conditions du chômage partiel. Et effectivement, il vaut mieux être précautionneux puisqu'il y aura des contrôles. Il y aura aussi des contrôles sur les arrêts maladie pour les personnes qui ont des salariés ou qui sont eux-mêmes parents pour la garde d'enfants qui ont été mis en place. Effectivement, il faut prendre les dispositifs, mais je pense qu'il faut les utiliser de manière précautionneuse et s'attendre à potentiellement des contrôles. C'est pareil pour le crédit impôt recherche, je pense aussi.
Ouais. Là, ça va être donné beaucoup plus rapidement sur le CIR 2019 en remboursement rapide, mais dans un an ou deux, il y aura potentiellement des contrôles de cette période, donc il faut faire attention. Ok, n'hésitez pas toujours, hein, si vous avez des questions, il y a l'onglet questions dans le chat. Euh, c'est quoi après ton avis toi d'entrepreneur associé sur les secteurs qui vont tirer leur épingle du jeu pendant cette période? Est-ce que tu as un feeling là-dessus, toi? Ouais, ouais, j'ai un feeling, c'est que moi, par exemple, enfin, j'ai jamais abandonné la food tech, plus que jamais. Je pense que on a démontré dans une situation complexe que les boîtes de food, typiquement, elles peuvent tirer leur épingle du jeu parce que les gens, ils vont pas s'arrêter de manger. Au contraire, tous les réseaux de distribution sont extrêmement challengés et notamment la livraison, qui a été un secteur un peu désavoué par bon nombre d'investisseurs, a prouvé sa résilience plus que jamais. Voilà. Ensuite, MedTech. MedTech, je pense que notamment l'intelligence artificielle au service de la MedTech est un gros sujet parce qu'on va pouvoir être beaucoup plus dans le préventif que dans le curatif. Pareil sur les sujets où finalement on voit bien que on a besoin d'avoir une approche qui soit un peu plus holistique, plus naturelle, et donc tout ce qui est bien-être et MedTech. Ensuite, je pense le SaaS autour de la collaboration. Donc, on voit bien là que les équipes, elles ont dû du jour au lendemain passer en remote et avec tous les outils qui sont les outils de base, donc souvent une suite Google ou une suite Microsoft, et ensuite tous les outils de visio, mais même, je pense, plus loin que ça. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir un gros sujet sur les marques direct to consumer autour des biens de première nécessité, parce qu'au fond, on voit qu'elles sont très résilientes et qu'elles ont quelque chose à raconter. Donc voilà, donc on sera un peu plus clair et je serais ravi qu'on reprenne contact pour un webinaire sortie de crise. Mais, Dans le feeling c'est vrai actuel, que quoi. voilà, mais c'est vrai que nous, on aime bien, chez Founders Future, on aime bien les gros marchés, qui sont des marchés où les gens ont besoin de ces produits, que ce soit B2B ou B2C. Et là, on est en train de voir la résilience de bon nombre d'entreprises. Ouais, Je vois en question la question du secteur du haut de gamme. ouais. Bon, je ne suis pas particulièrement sachant sur le sujet, mais je ne sais pas si si les gens ont la tête en ce moment à acheter du fashion ou du haut de gamme, quand bien même ils sont chez eux. Donc voilà, c'est plutôt un commentaire en tant que consommateur qu'entrepreneur. Ouais, bien sûr. Il y a une bonne question de Charles qui est sur la liquidité des investissements. Donc vous êtes quand même early stage, vous espérez que vos entreprises, quand vous avez investi dedans, prospèrent, potentiellement lèvent des fonds, mais prospèrent économiquement et du coup se fassent racheter un jour ou il y ait un exit. Du coup, sur les valorisations précédentes, les exits vont aussi potentiellement être impactés. Est-ce que vous anticipez ça sur le fait qu'il n'y aura pas de rachat pendant un certain temps déjà ou de levée de fonds qui vont Mais être aussi. Comment je tu ne vois sais les pas choses? s'il n'y aura pas de rachat, parce qu'au contraire, je ne sais pas si ça ne va pas pousser des très grands acteurs très chahutés justement à rentrer dans des entreprises qui ont un modèle plus résilient, plus agile, qui justement est 100% digitalisé versus des entreprises qui sont plutôt sur des modèles plus traditionnels. Je ne sais pas si ce sera des giga achats. Ce que je sais, c'est que ça va remettre en cause les stratégies des uns des autres face au fait de pouvoir tirer son épingle du jeu dès lors qu'on a une crise comme ça qui arrive, parce que c'est la première fois qu'on vit quelque chose avec tant d'intensité, mais je ne crois pas que ce soit la dernière. Hmm. Donc je pense qu'il y a bon nombre de grands dirigeants qui vont prendre conscience que la tech et le digital peut être mis au service justement d'une offre qui soit et d'un business qui soit plus résilient, qui puisse fonctionner en période de crise et qui fasse en sorte que les gens aient une vie meilleure. Donc Hmm. j'espère que tous ces grands dirigeants auront la présence d'esprit, j'en suis sûr, de se dire qu'ils doivent évoluer plus vite. Toi, tu penses que dans l'aspect contraire, il y aura de la casse, je pense, comme tout le monde.
Tu le vois comment, du coup, cette opportunité marché? Peut-être que pour certaines boîtes, il y aura moins de concurrents, il y aura des entrepreneurs ou personnes qui vont être en fin de cycle d'entrepreneuriat, qui vont retourner sur le marché. Comment tu vois les choses sur le fait qu'il y aura quand même pas mal de startups qui vont s'arrêter durant cette période sur l'aspect marché de l'emploi, marché des startups, etc. C'est une bonne question. Je crois que c'est un peu trop tôt pour répondre. Ouais, Euh, Ce qui est sûr, c'est que, il y a une différence entre les entrepreneurs qui voient arriver les coups et qui anticipent les balles qui passent, versus ceux qui restent un peu au fond du fauteuil en disant qu'il y a toujours du financement qui sera dispo. ouais, Et là, on en vient, on touche du point, on touche du doigt, pardon, la capacité à un entrepreneur d'avoir cette qualité finalement, qui est une qualité un peu innée, qui est l'intuition. ouais, C'est un truc très important chez un entrepreneur, l'intuition, parce que c'est justement ce qui va faire que les gens vont anticiper et créer un modèle qui va faire en sorte d'être encore plus concurrentiel, encore gagner en avantage concurrentiel par rapport aux autres. Voilà. Donc, moi, je crois que la personnalité des groupes d'entrepreneurs, des équipes de founders, va être clé dans la sortie de crise. ouais. Et d'ailleurs, sur le rôle du founder, bon, nous, on encourage à être hyper pragmatique sur les solutions de financement, etc. Mais d'être résilient aussi, c'est quelque chose que tu donnes comme conseil. La résilience, c'est quand même aussi une des grosses qualités d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur qu'il faut avoir dans cette période encore plus. Mais est-ce que il faut aussi pas s'accrocher à tous les types de financement et un peu aussi se dire bon bah c'est un peu cette crise, c'est un peu la fin de l'entreprise pour moi aussi parce que il y avait une fin de marché, on a atteint les limites, ou est-ce qu'au contraire, il faut tout donner? Toi, tu donnerais quoi comme conseil aux entrepreneurs? Bah, d'abord, la résilience pour pousser plus loin, le plus loin possible. Je crois que c'est la clé. Et ensuite, ce que ça va créer, c'est que les entreprises qui étaient pas solides, voilà, qui avaient des problèmes, ça va faire que accélérer ces problèmes. Donc en fait, il faut pousser, être résilient, mais en même temps être super lucide sur sa boîte. Mhm. Et notamment, moi, je vois pas mal d'entrepreneurs qui sont sur des tout petits marchés avec des produits nice to have. Et ben, je pense que ça doit être un électrochoc pour ces gens-là à se dire comment finalement je crée un produit qui a un marché adressable plus large et dont les gens ont réellement besoin. Et je pense que c'est ça Mhm. qui doit changer. C'est on doit faire des produits pour des gens qui en ont besoin. Voilà. Mhm. Et c'est pas grave de fermer sa boîte, de passer à un autre projet. À partir du moment où on a tout donné dans le passé, pour se dire qu'on va mieux rebondir. Moi, j'adore les entrepreneurs qui rebondissent. Parce que c'est Mhm. au fond, ils ont appris tellement dans leur ancienne expérience, ils se disent, bah voilà, ils ont fait leur MBA, quoi. Ils passent à autre chose. Et ils passent à autre chose généralement d'une manière extrêmement lucide. Ouais, bien sûr. Il y a d'ailleurs sur les boîtes, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur le rôle des fondateurs, puisque c'est Carlos Diaz qui le disait hier, mais il disait ce qui va être difficile aussi pour certains entrepreneurs, c'est de repartir sur une phase où on remet les compteurs à zéro sur même son business model, comme tu disais, on avait atteint une certaine forme de maturité. Les 2 ans premiers d'un projet sont souvent les plus longs. Il faut tester, il faut avoir les retours des clients. Là, tout ce qui était vrai il y a 15 jours ne l'est plus aujourd'hui. Est-ce que tu as des boîtes, toi, que tu as en tête ou dans ton portefeuille, où justement il va falloir faire ce travail de repenser l'offre, repenser le produit, repenser les équipes, mais repartir sur une dynamique de remettre un peu les compteurs à zéro? Plutôt peu. Plutôt peu, parce que nous, on a beaucoup d'hygiène de vie quand on investit et voilà, on a envie d'investir dans des sujets qu'on comprend très bien, où le produit est un bon produit, quand bien même il reste encore beaucoup de travail dessus. Et on est très regardant sur le fait d'avoir un product market fit le plus rapide possible. Donc, d'entreprises à ce stade qui sont complètement désalignées avec la promesse de départ. Donc des besoins de pivot qui sont hyper rapides, etc. On a bien sûr des entreprises où on va devoir accélérer l'évolution du produit, mais pour s'adapter. Ce n'est pas des changements radicaux, il n'y a rien de radical. D'accord. Ok. On a une question sur pour le soutien des entrepreneurs chez vous c'est un peu une pratique qu'il y a dans pas mal de fonds d'investissement, le rôle d'operating partner. Est-ce que pendant cette période, il est encore plus à chercher et à rechercher pour vous d'avoir des entrepreneurs qui vont épauler pendant plusieurs semaines ou mois des entrepreneurs
Comment tu vois ce rôle un peu externe, interne dans les Ouais. fonds d'investissement? Bah, pour moi, il y a deux sujets sur le rôle d'operating partner. C'est un peu notre positionnement, hein. C'est d'allier le capital humain et le capital financier. Moi, c'est quand même mes journées de 7h à 23h quasiment tous les jours, mais encore plus en ce moment. Euh, le point, c'est qu'il y a deux sujets principaux. Sur l'operating partner et l'accompagnement opérationnel, dans la logique des choses hors crise, on va dire, c'est faire en sorte d'accompagner sur l'amélioration continue d'un business. Là, en ce moment, on n'est pas dans cette logique d'amélioration continue parce qu'en fait, il faut traiter les problèmes quand ils viennent, il faut être vachement sur le pont, etc. Donc, c'est plutôt un accompagnement opérationnel point par point sur les sujets qui sont prioritaires plutôt que de l'amélioration continue. Mhm. Donc c'est comme ça qu'on accompagne. Bon, nous, nativement, dans notre modèle, je peux pas. Déjà, on n'est pas un fonds d'investissement, si vous voulez, on est plutôt un méga business angel, donc on est beaucoup plus réactif et beaucoup plus en proximité. Et on fait aussi des plus petits investissements plus tôt. Donc en fait, on a une courroie de transmission qui est très bonne avec les fondateurs. Je comprends très bien qu'il y ait plein de fonds d'investissement de série A et de série B qui prennent des operating partners pour avoir un savoir-faire opérationnel. Nous, encore une fois, il est intégré de base dans notre modèle. Donc, je ne peux pas répondre pour eux. J'ai l'impression que tout ce qu'ils font, c'est très bien, hein, c'est super. Notamment bon, sur la partie talent, c'est peut-être un peu en stand-by sur la partie acquisition de talent, mais en tout cas, ça l'est pas sur la partie RH. Sur la partie BizDev, bon, bah, il faut composer avec la période actuelle. Et sur toutes les autres fonctions, voilà, c'est un peu à la carte. Mhm. Je veux dire, il faut continuer de toute façon à apporter un input opérationnel parce que les entrepreneurs, ils n'ont plus jamais besoin en ce moment que d'avoir une sorte de second avis par rapport à ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils mettent en place. Justement, tu parlais de BizDev. Est-ce qu'il y a des boîtes où tu leur dis là, en ce moment, cherchez pas du nouveau business parce que c'est pas du tout la période, au moins pendant les 30 prochains jours. Concentrez-vous sur autre chose, sur trouver des financements, gérer le cost cutting de votre boîte, etc. Comment vous vous positionnez là-dessus sur l'aspect de BizDev dans cette période spéciale? Écoute, déjà, je pense qu'il y a la semaine dernière et les semaines qui vont venir, c'est que je crois que la semaine dernière, tout le monde a été extrêmement choqué et pris du temps pour se mettre en place. Et donc, c'était compliqué en termes de BizDev parce que les gens, il n'y avait pas de répondants. Là, les choses vont devenir de plus en plus à la normale. Les gens bossent chez eux, ils ont un rythme. Alors, peut-être le rythme, il n'est pas à hauteur de ce qu'il y avait avant, mais globalement, ils sont contactables. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer à redoubler d'efforts, notamment pour faire connaître son produit et préparer la sortie de crise sur peut-être un pipe qui serait plus gros qu'avant et qui serait plus activable le jour où on sort de crise. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est le moment pour adapter son offre. J'avais encore un entrepreneur tout à l'heure au téléphone qui est un entrepreneur qui vend du SaaS Enterprise sur des paniers moyens mensuels à plusieurs milliers d'euros. Bon, il n'est pas exclu que cette personne, elle lance une offre qui soit un peu moins chère, plus abordable, et où les donneurs d'ordre se disent qu'il n'y a pas de problème pour prendre un premier contrat, peut-être à quelques centaines d'euros au lieu de quelques milliers d'euros, compte tenu du contexte. Donc, je crois que la force aussi de l'entrepreneuriat, c'est s'adapter en fait au contexte. Et le contexte en ce moment, bah, il fait que il faut soit préparer bien son pipe, soit vendre des produits qui sont un peu moins chers avec un meilleur taux de conversion. Il nous reste 5 minutes. N'hésitez pas à encore poser vos dernières questions. J'ai une autre question sur ce que tu vois sur le marché, sur les autres investisseurs. Est-ce qu'ils se comportent globalement comme toi, ce que tu fais, aussi bien sur leur portefeuille existant ou extérieur, ou est-ce que tu vois d'autres principes des investisseurs, que ce soit des BA ou des fonds, d'autres stratégies, on va dire, d'investisseurs actuellement? Non, je vois quand même globalement un grand élan de solidarité, de proximité entre les investisseurs et les entrepreneurs. Et je vais vous dire, il y en a peu qui se comportent mal, parce que les gens qui se comportent mal aujourd'hui, ils n'auront pas d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, tout se sait. Voilà. Mhm. Donc, j'en vois pas. Je vois plutôt, au contraire, un grand élan de solidarité, de compréhension, d'accompagnement. Ce qui me fait dire que quand même, on a une communauté, on va dire, de fonds d'investissement en France et ailleurs d'ailleurs, puisqu'on parle avec tous les étrangers, qui se comportent plutôt bien. Ok. On a une dernière question de Sayad qui parle des projets de niche
par rapport au projet mass market, est-ce qu'on va privilégier les projets qui vont toucher un maximum de Ouais, personnes? c'était exactement mon point sur le marché adressable. Ouais. C'est que je pense que les business sur des business de niche et sur des profils de business un peu nice to have, excusez-moi de l'anglicisme, c'est des business qui vont être chahutés parce que les gens vont de plus en plus les donneurs d'ordre et les consommateurs, je pense, sortis de crise, vont de plus en plus se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Et même, vous voyez bien dans vos vies de tous les jours, comment en fait l'essentiel est revenu, et je finirai là-dessus, comment l'essentiel est revenu. Tout le monde pense à manger, tout le monde pense à prendre soin de ses enfants, tout le monde pense à comment les enfants vont continuer à apprendre et comment on transmet. Tout le monde passe du temps en famille ou avec les personnes avec qui on est confiné. Et tout ça, pour moi, c'est finalement le rôle de l'essentiel. Et je trouve que c'est une période, au fond, qui remet les idées au clair. Eh ben, c'est une belle note de fin. On espère toutes et tous que vous êtes bien au clair avec toutes ces solutions de financement que je remets. Je remets nos webinaires aussi dans le chat qu'on va avoir dans la semaine. N'hésitez pas, il y aura une vidéo qui sera le récap de ce webinar. Bon courage à toutes et à tous. Merci Marc. Merci à tous, j'étais ravi de vous parler et je suis disponible si quoi que ce soit sur marc@foundersfuture.com ou le LinkedIn qui est assez actif, donc vous n'hésitez pas. Trop bien, c'est noté. Merci et bonne Génial, journée à toi et bonne journée à tous. salut.